La radio de la communauté au micro, Jean Lewis, invité de ce journal, Monsieur Serge Bizet et Madame Marie-Louise Abia, donc les deux membres de la communauté congolaise du UK. Alors, salut à vous, chers amis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, et nous allons donc parler de l'actualité congolaise et de quelques sujets concernant le social congolais. Tout d'abord, le problème de la fermeture du centre hospitalier de Brazzaville. Avec vous, Marie-Louise Abia. Le CHU a été fermé. Quel est l'état? Je ne sais pas si vous avez quelques informations toutes fraîches du pays. Quel est l'état donc de cet établissement sanitaire à ce jour? Merci, John Lewis. Déjà, merci beaucoup de nous avoir offert cette opportunité de pouvoir nous exprimer par rapport à ce qui se passe au Congo. Donc, je dis bonsoir à tous les spectateurs et à tous les téléspectateurs qui nous regardent, à tous les compatriotes de partout, du Congo, de l'Afrique, du monde entier qui nous regardent. Et donc, bienvenue à ce programme. Alors, donc la question sur le CHU qui est fermé. C'est désolant, je ne sais même pas par où on peut commencer à parler d'une situation aussi grave. Je ne sais pas si les Congolais mesurent la gravité de la chose. On peut être en crise, on peut manquer d'argent. Il y a des choses que la crise ne devrait jamais toucher. Il y a des choses qui ne devraient jamais être touchées par la crise. Il y a des choses qui devraient être préservées, la santé et l'éducation. Ces deux choses-là ne devraient jamais, au grand jamais, être touchées. Même pendant la guerre, même pendant les guerres, les pays qui sont en guerre privilégient leur santé et leur éducation. Ils font tout pour qu'il y ait l'éducation dans leur pays pendant la guerre. Ils font tout pour qu'il y ait des conditions sanitaires de leur population pendant la guerre. J'ai des amis ici qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, au UK, qui me disent que pendant la guerre, ils étaient scolarisés, les enfants étaient scolarisés dans les maisons. Les écoles étaient bombardées. Et donc, on avait recensé partout où il y avait des enfants en âge scolaire, puisque la guerre, on ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. On ne pouvait pas prendre le risque de ne pas scolariser les enfants. Et donc, on avait recensé tous les enfants en âge scolaire qui étaient vivants pendant la guerre, et il y avait des ramassages de ces enfants-là pour les emmener à des endroits sécurisés qui étaient des maisons ordinaires pour les scolariser. Donc, pendant la guerre, ce pays où nous sommes ici scolarisait ces enfants parce qu'on savait que l'éducation, c'était l'avenir de ce pays. Et ce qui est d'hôpital, on avait mobilisé tout ce qu'il fallait mobiliser pour maintenir la population en bonne santé, parce que la santé, c'est l'avenir de ce pays. Alors, si nous arrivons à avoir un président à la tête d'un pays qui n'a pas conscience que ce pays-là doit vivre, ça veut dire que ce que nous ne connaissons peut-être pas, c'est que les Congolais ne doivent plus exister. Et je pense que c'est ça la vraie raison. Sassou Nguesso a décidé que les Congolais n'existent plus. Les Congolais ne doivent plus exister. Alors, il a fait exprès de ne pas payer, c'est sciemment qu'il l'a fait, de ne pas payer les agents hospitaliers. Il a gelé leur salaire, leur dû, pour que les gens soient obligés de ne plus, puisqu'ils savaient que la conséquence serait qu'ils n'allaient pas au travail. Ça, c'est un stratège, un fin stratège. Quand il a un plan, il essaie de voir l'amont et l'aval de son plan. Et il arrive. Il arrive de la même manière qu'il a piégé Ntoumi, on y arrivera. De la même manière qu'il a piégé Ntoumi à travers Olela pour arriver là où il est. C'est de la même manière qu'il a fait sa stratégie avec l'hôpital, avec le CHU, et ça a marché. Ne pas payer les agents. Il savait que pourquoi il paye les militaires? Parce qu'il sait que les militaires, s'ils se rebellent, ils partent. Pourquoi eux, ils ne gèlent pas leur salaire? Pourquoi les militaires doivent avoir un salaire? Parce qu'ils savent. Donc, ils ne payent pas les agents hospitaliers. Ils ne les payent pas parce qu'ils savent qu'au final, ces gens-là vont se révolter, ils ne vont plus aller travailler. Et quand ils ne vont plus aller travailler, il aura raison de fermer l'hôpital.
Une fois qu'il a fermé l'hôpital, il n'a pas fermé la morgue. Hein? La morgue n'a pas été fermée. Non. Si l'hôpital est fermé et la morgue qui appartient à l'hôpital n'est pas fermée, il sait pourquoi. Tous les prématurés qui étaient à l'hôpital sont morts dans leur couveuse. Mais bon, bref, on n'y revient pas. Alors, il ferme l'hôpital, n'est-ce pas? On ferme l'hôpital. Il fallait fermer la morgue aussi. La morgue n'est pas fermée, ça veut dire quoi? Mais il sait pourquoi. Le plan, il est là. Voici il ferme l'hôpital. Le plan, il est simple. On ferme l'hôpital. Quand on ferme, ne pas payer les gens, la conséquence, les gens ne vont plus travailler. Et en résultat, il va avoir le droit de fermer l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'agent. Il ferme l'hôpital. Donc, vous allez être devant le fait accompli. Si vous êtes malade, vous êtes obligé, on va vous dire, vous avez une alternative, allez à Oyo. L'hôpital, il y a un hôpital à Oyo. Vous avez le choix entre rester mourir ici ou aller à Oyo. Si vous avez mal, quand vous êtes malade, vous avez très mal, on vous dit allez sous terre, vous allez y aller, dans le désespoir. Allez n'importe où, dans la gueule du loup, vous allez y aller. Or, l'hôpital de Oyo n'est pas fait pour soigner les gens, mais pour prélever les organes, parce que ça fait partie comment ça s'appelle? Un circuit de mafia. Voilà, d'un circuit de prélèvement et de vente d'organes humains. Ça fait partie d'un circuit de prélèvement et d'organes humains. Et donc là, il va emmener les Congolais à Oyo, n'est-ce pas? Il va emmener les Congolais à Oyo. S'il y a 100 Congolais qui vont à Oyo pour se soigner, il y en aura peut-être un qui survivra. 99,99 vont mourir. Avant leur mort, on aura déjà prélevé leurs organes. Et leur corps, on ne va jamais les ramener chez eux, on va les incinérer là-bas. Voilà le plan de Sassou Nguesso. Il pense que les gens ne le savent pas, mais nous le savons. Il va emmener les Congolais à Oyo, prélever les organes et ils vont mourir là-bas. Comme ça coûtera trop cher pour les ramener chez eux, on va les incinérer là-bas. Personne ne les reverra. Voilà pourquoi le CHU est fermé. Alors, avec vous, Serge Bizet, je comprends que vous partagez certains points de vue avec Marie-Louise. Vous pensez comme elle que c'est plutôt la mauvaise foi du gouvernement qui a poussé à fermer cette institution, Serge Bizet. En fait, pour un pays qui est riche, et vous fermez l'hôpital, qu'est-ce que ça veut dire? Vous fermez l'hôpital pour qu'il y ait plus de morts? Qu'il y ait plus de morts parce que qui tient la morgue là-bas, en fait? Dites-moi les noms. Dites-moi seulement les noms de ceux qui tiennent la morgue, qui gèrent la morgue à Brazzaville. Ben, moi, je ne les connais pas. Les croque-morts. Les pompes funèbres au Congo. Qui c'est qui les gère? À qui? Dites-moi. Ce sont des pompes funèbres privées. Hein? Oui, les pompes funèbres privées, mais les c'est géré les cimetières aussi sont privés et c'est géré par le clan. Ça leur appartient. Ça appartient à la famille Sassou Nguesso. Donc, on ferme l'hôpital, mais on ne ferme pas les morgues parce qu'on est sûr qu'il y aura plus de clients pour la morgue. Oui. Il va y avoir plus de clients pour la morgue parce que si votre personne est morte, quelle que soit la crise, vous allez vous débrouiller pour trouver l'argent, aller payer la morgue, aller payer le corbillard, aller payer le cimetière, aller payer tout ce qui concerne les pompes funèbres, c'est-à-dire l'argent rentre dans la caisse. C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer en ce moment, comme il n'y a plus de pétrole qui leur donnait de l'argent, ils cherchent par tous les moyens pour avoir de l'argent et ils se sont dit que l'argent, ils vont l'avoir par ça, en massacrant le peuple congolais. Et donc, voilà le plan de massacre qu'ils ont mis en place pour pouvoir se faire de l'argent. Les morgues et les cimetières privés sont toujours ouverts parce que c'est là où il va y avoir l'argent. L'hôpital, vous n'y allez pas, vous allez mourir. Quand vous allez mourir, soit vous allez à Oyo, vous allez mourir, soit vous restez à Brazzaville, vous allez mourir, n'est-ce pas? Eh bien, avec cet argent-là, vous allez payer toujours. Cet argent-là, ça rentre dans leur poche parce que ça leur appartient. Alors, oui, allez-y. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez déjà vu un croque-mort pleurer? Un croque-mort ne pleure pas. Il peut pleurer, il va pleurer juste pour sa maman parce qu'il perd sa maman, ou encore il va perdre sa fille, ou encore il va perdre sa nièce, je ne sais pas, son petit-fils. Mais au contraire, il sera heureux qu'il y ait des morts. Voilà ça sous le stratège qu'il a. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui meurent et comme ça il est content.
C'est pas qu'il est content, il a l'argent. Et non, il a l'argent qui rentre, Voilà, bien sûr. c'est de l'argent qui rentre. Parce que la mort des Congolais, comme il sait que le Congolais vivant ne lui rapporte plus rien, parce que le pétrole qui lui rapportait de l'argent ne lui rapporte rien, ne lui rapporte plus de l'argent, le Congolais vivant ne travaille pas et donc ne rapporte même pas un franc en taxes. Ben, il faut que le Congolais meure, parce que quand vous mourrez, vous êtes rentable, puisqu'on va vous enterrer avec de l'argent. Hein? Tout mort est rentable pour Sassou Nguesso. Mais le Congolais qui est vivant n'est pas rentable, puisqu'il ne travaille pas. Il n'apporte aucun centime de taxe pour l'État congolais. Pour la poche de Sassou Nguesso d'ailleurs. Et donc, quand il va mourir, il va forcément passer par la morgue. Et il va forcément être enterré dans un cimetière. Et tout ça appartient à la famille de Sassou Nguesso. Voilà la raison pour laquelle l'hôpital de Brazzaville est fermé, pour obliger les gens soit à mourir, soit à mourir chez eux, soit à aller mourir à Oyo. Aller mourir à Oyo, c'est encore pire parce que les organes vont être prélevés pour vendre. Parce que Sassou Nguesso, ce que les gens ne savaient pas et qu'ils le sachent, Sassou Nguesso fait partie du réseau de trafic d'organes humains. C'est pour ça qu'il y a des disparitions, beaucoup de disparitions au Congo, des enfants, des adultes et tout ça là qui disparaissent. C'est parce qu'on prend leurs organes et on les vend. C'est ce qui rapporte aussi de l'argent. Marie-Louise, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous affirmez? Ils portent plainte. Qu'ils aillent porter plainte. Si je mens, qu'ils aillent porter plainte. Vous n'avez pas les preuves sur ce plateau? J'aurais bien voulu avoir. Je répète ceci. Les disparitions à Brazzaville, enfin au Congo, en République du Congo, les disparitions des enfants, les disparitions des adultes sont dues au fait que Sassou Nguesso fait partie d'un réseau de trafic d'organes humains. J'attends la plainte de Sassou Nguesso si je mens. Alors, voilà, nous n'allons pas donc nous en remettre au fatalisme. Marie-Louise Abia, quelles sont les esquisses de vous avez des parents au Congo qui fréquentent ces institutions, donc qui ne peuvent plus aller à l'hôpital. Alors, quel message avez-vous pour ces parents? Quel message j'ai pour ces parents? Quel message voulez-vous que j'ai? Quelles mesures conservatoires préconisez-vous pour eux? Je parle que pour mes parents, je suis congolaise, hein. Donc je vois tous les Congolais. Il n'y a pas que mes parents. C'est ce que j'entends. J'ai plus de parents, hein. Moi, j'ai plus de parents. Quand on dit parents, papa, maman, j'en ai pas. Mais je vois le Congolais, tout Congolais. Je peux dire aujourd'hui que je n'ai rien à foutre du Congo, hein, là où je suis là. Je peux le dire, mais je ne peux pas. Parce que c'est mon pays, parce que le peuple congolais, c'est mon peuple. Et je ne peux pas voir que mes parents, je vois tout le peuple congolais, toutes les personnes, tous les enfants congolais. Vous vous rendez compte que les prématurés qui naissent, on ne leur donne même pas la chance. Moi, j'ai fait mon premier fils était prématuré, elle n'est prématurée. Donc, si j'essaie de me mettre à la place de ces mamans-là. Si j'étais au Congo, je n'allais pas avoir la joie et le bonheur de connaître un enfant, de tenir mon enfant en main. Mon enfant serait mort. On a offert à mon enfant la chance de vivre parce qu'on lui a donné les soins. Voilà les d'autres mamans qui ont fait des enfants. L'enfant est né précocement. Et voilà que l'hôpital, on lui tue son enfant. Et si c'était le seul enfant qu'il pouvait avoir dans sa vie? Et si c'était le seul enfant qu'il pouvait avoir dans sa vie? Il ne pourra plus avoir d'enfant. Plus jamais. Plus jamais. Vous vous rendez compte? Quel conseil on peut donner aux gens quand c'est comme ça? Moi, je dis simplement le peuple congolais. Si jusqu'ici, on ne se lève pas, si jusqu'ici, on ne voit pas qu'il y a un drame, alors ça ne sert à rien de pleurer. Ça veut dire que nous méritons Sassou Nguesso. Si jusqu'ici, les Congolais ne voient pas que Sassou Nguesso, aujourd'hui Sassou Nguesso, sa femme est à Paris, hein? Antoinette Sassou Nguesso, la sorcière, est à Paris pour se soigner, pour venir soigner son cancer de l'utérus. Parce qu'elle a tellement couché avec tellement des hommes et des chiens et des chats que ça lui a donné, vous savez, ça bousille le corps, hein? Hein? Donc, ça lui a donné le cancer de l'utérus, elle est en train de se soigner. Et le sida en même temps combiné. Elle est en train de se soigner à Paris. Elle vient à Paris se soigner pendant ce temps. Son maudit fils son maudit mari, maudit fils de sa mère, ferme l'hôpital là-bas pour que les gens meurent. Eux, ils sont à Paris en ce moment en train de se soigner. Pourquoi ils ne vont pas se soigner à Oyo? Oui, Serge. Pourquoi ils ne vont pas à Oyo? En fait, c'est flambant neuf, l'hôpital qui est à Oyo. Et on dit que ça... Il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi ils ne sont pas là-bas, en fait? Pourquoi ils ne vont pas à Oyo? C'est égal. On dit que c'est aussi équipé que la pitié salpêtrière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de venir. Sainte-Mary's. Voilà. Ils n'ont pas besoin de... Voilà. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Si cet hôpital-là était vrai. Moi, je dis que cet hôpital-là, c'est ce qu'on nous a dit, c'est l'information que j'ai eue. Donc, si nous disons que c'est pour aller prélever les organes des gens,
Si c'est faux, qu'il porte plainte, parce que c'est vrai. L'hôpital de Oyo a été conçu aujourd'hui et programmé pour prélever les organes des gens. Si c'est faux, qu'ils viennent porter plainte. Si c'est faux, qu'ils prouvent que c'est un hôpital, qu'ils aillent se faire soigner là-bas eux-mêmes. Pourquoi ils n'y vont pas? Alors, Serge Bizet et Marie-Louise, sur ce point, nous allons conclure avec quelques images que j'ai vues sur le net, notamment à l'hôpital de Makelekele, des mamans torse nues en état de grossesse, agglutinées dans une maternité. Est-ce que vous avez vu ces images comme moi? Non, mais bien sûr. En fait, quelle est la situation? Est-ce que nous pouvons peindre un tableau général sur ce qui reste des formations sanitaires de Brazzaville, Pont-Noir et dans le reste du pays? Tu as vu, cette photo reflète effectivement la réalité du pays. C'est un hôpital qui est construit pour peut-être 200, 300 personnes. D'accord? Peut-être 200 lits, mais vous vous retrouvez au moins avec, c'est pas 560 ou 600. C'est comme dans la prison. Une prison qui est construite pour accueillir, par exemple, 50 prisonniers, vous prenez 200, 300 en plus. Qu'est-ce que vous allez avoir? Chaud. C'est pour cela que tu les as vus dans la photo, torse nu. Les seins dehors, les mamans qui attendent pour accoucher. Mais c'est comme comment on appelle ça? Des porcs. C'est comme des gibiers, c'est comme des chaînes qu'on envoie là, vous allez mettre bas. C'était dégueulasse à voir. Tu as vu la photo, non? Oui. C'est écœurant pour un pays qui... Nous, on se focalise sur le pétrole. Mais nous sommes riches. On parle que du pétrole, mais on a toutes les richesses. Où va l'argent, par exemple, du bois, de la pêche, des minéraux? Où va cet argent? Tout à fait, parce que... Nous abordons la question, notamment sur le point concernant le FMI. J'aimerais Allez-y. quand même rebondir sur la question des femmes à la maternité dans des conditions inhumaines. Si vous êtes dans un pays où on ne respecte même pas la femme qui donne la vie, on ne respecte pas la femme qui donne la vie, il faut vous dire que vous avez des fous à la tête de ce pays. Si quelqu'un ne voit pas que Sassou Nguesso est un malade mental, si les gens ne voient pas que Sassou Nguesso est un malade mental et qu'il faut l'enfermer, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de lui sont malades mentaux, sont des malades mentaux. Parce que la femme qui donne la vie, moi quand j'accouche, ici en Europe, si je vais dans un hôpital ou dans une clinique et qu'il n'y a plus de place, parce que je ne vais pas dormir dans le même lit avec une autre personne. J'ai mon lit à moi et mon bébé a son lit à lui. Je ne dors pas dans le même lit que mon bébé. Si dans cet hôpital-là, il n'y a plus de place, dans cet hôpital, s'il n'y a plus de place, on va m'évacuer dans un autre hôpital, n'est-ce pas? Mais on va tout faire pour me trouver une place. Je ne peux pas dormir par terre. Mon bébé ne peut pas dormir par terre. Mon bébé ne peut pas manquer, parce que ça, c'est l'avenir de ce pays. La manière dont on chérit mon bébé que je viens de mettre au monde, ils savent que ce bébé-là, c'est l'avenir de ce pays. Et moi, on me remercie d'avoir donné à ce pays comment je vais dire, un acteur, un futur acteur de ce pays, un futur responsable. On me chérit, on me respecte. Mais comment on traite les femmes? Ça prouve ceci. Si Sassou Nguesso, si vous voyez, si vous voyez dans une famille, les enfants sont... Quand on a vu les enfants, on a vu les pères, on a vu le père et la mère, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez vu tout ça, vous avez vu qui commande ce pays, qui sont à la tête de ce pays. Quand vous avez une femme, moi je vais m'attaquer à Antoinette parce que Sassou Nguesso, il est né bête, il est né idiot, il n'a pas connu l'intelligence, il n'a pas connu la sagesse, il n'a pas connu l'amour, il n'a pas connu le respect, il n'a pas connu la dignité, il n'a rien connu. C'est un gars qu'on est allé chercher dans la forêt là-bas, qu'on a amené quelque part, et c'est un sauvage, un vrai sauvage qui a porté un costume qui se passe pour un homme maintenant. Et voilà les idiotes de femmes qui vendent le coco au marché viennent penser que c'est un mari aussi. C'est pour ça qu'il leur a tout distribué du sida, c'est une très bonne chose. Donc quand vous voyez dans un pays une femme qui se dit la première dame, Antoinette Sassou Nguesso, qui ne se rend même pas compte de la souffrance et de la douleur des autres femmes. Antoinette qui est la première femme congolaise, supposée être
la première femme congolaise, qui ne se rend même pas compte. Apparemment, elle est maman. On dit qu'elle a porté des enfants dans son ventre. Je me demande comment. Apparemment, elle a accouché elle aussi. Apparemment, elle a des enfants. Et donc, cette pauvre, si elle ne se rend même pas compte de la... Si elle ne fait pas attention aux autres femmes de ce pays, si elle ne dit pas à son mari chéri, la femme est la porteuse de la vie. La femme est celle qui donne la vie, celle qui protège la vie, celle qui supporte la vie. La femme, il faut lui donner une place de choix dans son pays. Si cette femme-là n'est pas capable de tenir des propos de ce genre auprès de son mari, si cette femme-là n'est pas capable de taper du poing sur la table face à son mari et de dire « Toi, mon ami, tu dois respecter la femme dans ce pays », si cette femme-là se montre, parce que quand on dit la femme congolaise, elle est une chose, mais parce que la première dame au Congo, c'est une chose. Cette dame-là couche avec les chiens de son mari, les chiens de ses voisins, les chiens de Madoukou, et couche avec les cadavres de je ne sais pas quoi. C'est une chienne. Et donc, Antoinette Sassou Nguesso, c'est la première chienne au Congo. Et vous voyez, on rend les autres femmes objets parce que la première dame congolaise, c'est un objet, c'est une chose. Et donc, on se retrouve à voir des images comme ça, on rend la femme congolaise chose. Parce qu'Antoinette Sassou Nguesso, si j'étais un homme, j'allais coucher avec elle-même. Malheureusement, hein, enfin, si j'étais un homme et que je voulais coucher avec elle, j'allais le faire. Malheureusement, je tiens à ma dignité. Je ne couche pas avec des chiennes. Je ne pouvais pas le faire. Marie-Louise, il n'y a pas que Antoinette Sassou Nguesso, vous avez bien d'autres femmes, épouses de... Oui, mais d'autres femmes épouses de ceux qui entourent le président et qui ont un rôle très important dans ce pouvoir. Est-ce que je vous ai entendu? C'est la première conseillère de son mari. C'est son mari qui a tous les pouvoirs. Sassou Nguesso ne partage pas les pouvoirs. Les autres là, ce sont juste des gens que Sassou Nguesso leur dit tousser, ils toussent. Sassou Nguesso leur dit assez. Sassou Nguesso, il couche avec les femmes de tous ces gens-là. Qu'est-ce que les autres vont dire? Rien. Mais Antoinette est la première conseillère de son mari. Ça veut dire que si réellement elle tenait son rôle de première dame à cœur, si elle était vraiment une vraie première dame digne de son nom. Mais vous pensez que par elle seule, elle peut tout changer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui, justement... Si je suis mariée à un homme qui a le pouvoir, j'ai le pouvoir. Si je suis mariée à un homme qui a le pouvoir, alors j'ai le pouvoir sur cet homme-là. Et puisque j'ai le pouvoir sur cet homme-là, d'une manière ou d'une autre, j'arriverai à lui faire faire des choses. Si je ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Soit parce que cet homme-là me prend pour une chienne moi-même, et donc il ne peut pas m'écouter, et de façade, on est là, on se tient la main pour dire qu'on est mariés, alors que, si vous voyez déjà Antoinette et Sassou en question, ils sont mariés depuis combien de temps? Et entre-temps, depuis qu'ils sont mariés, pendant cet intervalle, Sassou a fait combien d'enfants avec qui? Pour voir quel est le rôle, quelle est la place que Sassou même lui donne. Comme Sassou la traite comme une chienne, donc elle s'occupe pas des autres parce que c'est comme ça que la femme congolaise est traitée comme une chienne. Parce que la première dame congolaise, on la traite comme une chienne. Mais je vous dis qu'elle couche avec le portier de la présidence. Est-ce que Serge Bizet... la cour de la présidence, elle couche avec. Serge Bizet, je ne reviendrai pas sur les révélations de Marie-Louise. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres pôles de décision qui font que ce pouvoir-là s'éternise? Est-ce que vous voyez simplement... Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont ensemble, d'accord? Donc, elle pourrait faire quelque chose quand même. Elle pourrait dire quelque chose. Elle ne voit rien. Ou elle sait, mais elle dit rien. Parce que, comment se fait-il qu'aujourd'hui tu es marié avec une femme? Tu vis avec la même femme dans la maison. Mais la femme te permet d'aller coucher dans une autre chambre à la présidence avec une autre personne, une autre femme. Cela veut dire quoi? Ou encore t'autorise, va coucher avec d'autres personnes pour faire les enfants. Avec même les enfants de elle-même. Oui. Avec les enfants d'Antoinette. Avec les enfants même d'Antoinette. Ça veut dire qu'il y a un problème là-dedans. Il y a un problème. Si elle autorise son mari, son soi-disant mari, à coucher avec ses propres enfants, le fruit de ses entrailles à elle, Antoinette, ses enfants couchent avec Sassou Nguesso. Ça veut dire que ce couple-là, c'est un couple maléfique. Voilà pourquoi on prend les femmes qu'on laisse pour des choses. Quand vous voyez des images comme ça, c'est comme ça qu'on traite Antoinette dans sa maison. Une chose. Bon, alors Marie-Louise, nous allons conclure sur ce point. Vous avez consacré beaucoup de vidéos dans lesquelles vous fustigez justement ces femmes. Sassou Nguesso, Antoinette n'est qu'un cas pour vous majeur, mais vous avez fait une ouverture sur le comportement des femmes congolaises face à cette lutte que vous menez. Je vous ai entendu dire que c'est vous qui les encouragez à agir ainsi. Est-ce que vous pouvez
situer succinctement le rôle de la femme dans la lutte que vous menez. Est-ce que vous pouvez, une fois de plus sur cette antenne, revenir sur ce que vous reprochez à ces femmes congolaises, qu'il s'agisse de l'opposition ou du pouvoir? D'accord. Alors, je vais dire une chose. Hein. La femme, quand on dit éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Hein? Donc, quand on instruit un homme, on a instruit un individu. Parce que par essence, l'homme est un jeu, c'est-à-dire une personne égocentrique qui pense d'abord et avant tout à lui. Mais la femme, quand on instruit une femme, on a instruit toute une nation parce que la femme, une femme censée, une femme, vraie femme, quand elle a une instruction, elle transmet. C'est elle qui transmet l'instruction, l'éducation. Vous voyez, je vais partir sur un simple fait. Quand une maman a un enfant, quand elle est enceinte déjà, elle parle à son enfant pendant que le bébé est dans le ventre. Elle parle à son enfant. Elle communique avec son enfant. Elle donne déjà l'éducation à son enfant. Quand l'enfant donne des coups, elle dit « Hé, toi, arrête. Hé, toi, fais ceci. » Elle parle. « Hé, toi, bouge pas. » Elle parle à son enfant quand une femme est enceinte. Quand l'enfant naît, elle continue à communiquer avec l'enfant. Elle transmet à l'enfant les valeurs qu'elle a reçues elle-même. Elle chante à l'enfant. En chantant, elle transmet des choses. Pardon, je vais arrêter ça. Il n'y a pas de problème. Je rappelle que nous avons pour invité Marie-Louise Abia et Serge Bizet, deux membres de la communauté congolaise du UK, et donc Marie-Louise qui répond sur une question portant sur le rôle et la place de la femme congolaise dans ce combat. Le combat, bien sûr, que Marie-Louise et Serge Bizet et les autres mènent pour reconquérir le pouvoir, pour ainsi dire. Alors, vous aviez la parole, donc, Marie-Louise. Merci, désolée. Alors, donc, la femme, quand elle berce son bébé, elle chante. Elle chante. Dans la chanson, elle fait passer des messages à l'enfant. Elle éduque l'enfant, n'est-ce pas? La communication qu'il y a entre l'enfant et la maman, cette connexion-là, n'est pas la même entre le père et l'enfant. Quand la maman nourrit le bébé, elle passe aussi un message. Elle communique avec le bébé. Quand le bébé, c'est la maman qui accompagne son enfant de avant la naissance jusqu'à la fin. Elle lui apprend tout ce qui est possible d'apprendre à un enfant. La maman éduque, la maman élève l'enfant. Vous allez voir que beaucoup de pères sont là, ils viennent à la maison, ils déposent le sac, ils s'en vont, ils reviennent, mais maman est toujours là. C'est maman qui amène les enfants à l'école, c'est maman qui s'occupe des enfants, c'est parfois maman qui fait les devoirs avec les enfants et tout ça là. Ça, c'est le rôle d'une femme. Et quand le mari arrive, c'est la maman qui s'occupe encore du mari. Quand c'est une femme que le mari respecte, quand une femme est respectée par son mari, le mari l'écoute. C'est pour ça que souvent les hommes disent, quand vous leur demandez, vous leur posez un problème, ils vous disent toujours, la nuit porte conseil, revenez, demain on va parler. Les chefs du village faisaient souvent ça. Les sages faisaient souvent ça. On va les voir, on leur soumet un problème. Voilà, mon voisin, il a fait ci, fait ça. Il va dire, bon, ok, comme vous venez me voir aujourd'hui, vous me laissez réfléchir et je vais vous donner une réponse. La nuit porte conseil, revenez demain ou après-demain. Pendant ce temps, il va consulter soit sa femme, soit toutes ses femmes, si c'est un chef du village ou si c'est un chef coutumier ou je ne sais pas quoi. S'il en a 10, la nuit, il va consulter chacune de ses femmes. S'il n'a pas consulté toutes ses femmes, vous revenez le voir le lendemain, il va vous dire, ah, j'ai pas eu le temps de vraiment bien réfléchir dessus. Revenez me voir après. Parce qu'il y a une femme qui n'a pas donné son avis. Revenez me voir après-demain. Il va jusqu'à voir cette femme-là et toutes ces femmes, ou parfois les réunir ensemble, prendre l'avis de ces femmes-là. Et c'est cet avis-là qui va lui donner la sagesse d'aller dire à l'autre, fais ci, ne fais pas ça, ou fais pas, ne fais ci. C'est comme ça. C'est pour ça que l'homme censé écoute sa femme et la femme censée guide son mari. Mais nous, aujourd'hui, au Congo, la femme n'est même plus consciente de son rôle de femme. Aujourd'hui, la femme congolaise, on l'a élevée ou on l'a éduquée dans le but de trouver un homme. C'est même pas se trouver, c'est-à-dire se construire une vie par la sueur de ton front. Non, trouve un homme qui va te nourrir. Voilà ce qu'on a fait de la femme.
un objet qui a un corps et quelque chose entre les jambes qui sert à un homme et l'homme vient payer pour ça. Et donc, parce qu'il y a cette relation-là, la seule relation qu'il y a entre l'homme et la femme congolaise, c'est la femme a quelque chose que l'homme veut et l'homme a quelque chose que la femme veut, c'est-à-dire l'homme a l'argent, la femme a le corps. C'est tout ce qu'elle est devenue au Congo, la femme a un corps. Alors, donc vous ne voyez pas que ces femmes déjà se trouvent dans des conditions précaires de paupérisation et qui sont savamment entretenues par cela. Est-ce que vous pensez que ces femmes pourront un jour prendre la décision de changer? Alors, c'est pas une fatalité. Hein. C'est pas une fatalité. On en arrive là pour une raison toute simple. Hein. Pour une raison toute simple, c'est que on s'affaiblit déjà mentalement. Quand on s'affaiblit mentalement, on ne sait pas chercher. On ne sait pas chercher et on compte sur les autres. Quand on s'affaiblit mentalement, on ne pense pas qu'on a deux mains et une bouche et des yeux et des pieds pour faire des choses. Moi, je prends toujours, on dit le moi est haïssable, mais je reviens toujours sur moi. Parce que je suis l'exemple d'une femme congolaise qui s'est battue et qui n'a jamais compté sur personne. J'étais au Congo, je vivais au Congo, j'étais jeune. J'ai quitté le Congo très jeune, hein? Mais j'étais jeune quand j'étais étudiante au Congo. Je suis allée à Brazzaville avec deux sœurs, avec mes frères, une sœur et un frère. Père son âme, ma sœur est partie. N'est-ce pas? Parfois, le salaire passait, enfin, la bourse ne passait pas. On faisait 3 mois sans bourse. Ah oui. On faisait des grèves pour essayer d'avoir de l'argent. On n'avait pas de bourse. Quand on nous donnait la bourse, on nous donnait un mois. Je louais une maison à 15 000. 15 000, ma bourse était de 30 000. C'est-à-dire, j'avais 3 choix. Soit je vends mon corps, soit je vole, soit je me bats. Parce que quand je fais 3 mois sans bourse, j'ai une sœur et un frère qui vont à l'école, je paye les bus tous les jours pour qu'ils aillent à l'école. Ils doivent manger tous les jours, je paye le loyer. Tous les jours. J'étais leur mère. J'étais la mère de mes frères et sœurs. Si je ne fais pas ça, on ne mange pas à la maison. Donc, j'avais le choix entre voler, vendre mon corps ou me battre. Mais quand je n'ai pas de bourse, je fais comment? Je vais dire, je cherche un homme, je dois travailler à l'école. Ceux qui ont été à l'école avec moi, depuis ma plus tendre enfance à l'école jusqu'à l'université, ceux qui m'ont connu, ils savent comment j'ai carburé. Aucun homme n'a touché mon corps pour l'argent. Aucun prof n'a touché mon corps pour les notes. J'ai carburé comme il ne fallait pas, comme ce n'était pas possible. Tous ceux qui ont été à l'école avec moi savent qui j'étais. Parfois, j'avais faim. J'avais pas d'argent. J'allais de Mukondo jusqu'au stade, là où j'allais faire des cours au stade là-bas. Je ne sais plus comment on l'appelait. J'allais prendre des cours à côté du stade là-bas. À l'ENES, hein? ENES, je crois, oui. Je ne sais plus. Je marchais. Il faisait chaud, je marchais, je n'avais rien à manger. J'allais, je revenais. Mais comment je fais? Quand on me donne 30 000 de bourse, j'ai 3 mois d'arriéré de loyer. La propriétaire comprend que je n'ai pas de bourse, elle attend. Le jour où elle sait qu'on va payer, elle attend 45 000. Mais moi, on va me donner 30 000. Comment je fais pour payer le loyer et manger avec mes frères et sœurs? Je sais que demain, je vais passer au trésor pour prendre ma bourse. Aujourd'hui, je suis allée faire mon laissez-passer pour aller à Kinshasa. Demain matin, dès que je vais prendre ma bourse, 30 000. La maman de la propriétaire attend son argent à la maison. Elle m'attend, elle sait que je suis allée chercher ma bourse, je viens lui donner l'argent. Moi, j'ai pris mon argent, je suis allée à Kinshasa avec mes 30 000, sans toucher quoi que ce soit. N'est-ce pas? Je suis allée à Kinshasa. J'ai acheté comment ça s'appelle, de la mercerie. De la mercerie, des boutons, du fil, des aiguilles, des machins. Je venais, je fournissais les couturiers. Je leur donnais de la marchandise. Quand j'achète pour 25 000. Il me reste 5 000. Dans les 5 000, j'achète de la nourriture. À Kinshasa, la nourriture coûtait moins cher. J'achète du riz, de haricots, des machins. Je me ravitaille. Donc, j'ai de quoi manger chez moi avec mon frère. Mais 25 000 que j'ai investi là, je viens, la maman, la propriétaire, elle attend. Je n'ai rien à lui donner ce soir-là, elle n'est pas contente. Moi, je dis, maman, je vais payer. Elle me dit, oui, si tu veux, je vais te sortir. Une pression qui va vous pousser dehors, mais je ne vais pas dehors. Je viens avec ma marchandise. Je vais voir les couturiers. Je leur donne des boutons, du fil,
des aiguilles, je sais pas, tout ce qu'il fallait, des gros grains de poche. Je leur donne. Ils me disent, viens chercher l'argent à la fin de la semaine. Si nous sommes lundi, j'ai donné de la marchandise qui m'a coûté 25 000. Vendredi, quand je vais chercher l'argent, j'ai multiplié mon argent par 4, j'ai 100 000. Je viens de donner 45 000 à la maman, j'ai de l'argent, je continue mon commerce. Alors, Hein? nous allons, Marie-Louise, le temps presse. Je voudrais poser une C'est petite... juste pour dire que si la femme congolaise veut s'en sortir, elle peut s'en sortir. Moi, quand je prenais mes vacances, avant d'aller chez moi, dans ma ville, j'allais d'abord à Kinshasa. J'achète des tomates, j'achète des oignons, j'achète tout ce qu'il faut. Tout au long du chemin de fer, je m'arrête, j'allais jusqu'à Kinkala, je vais, je vends. J'ai vendu tout ce qui est vendable, sauf mon corps. Je vends là-bas, j'achète les choses de Kinkala. Je vais à Matumbu, je vends. Je vais de Matumbu, je vais tout au long du chemin de fer. Je vais chez les Dondo. Je leur apporte des choses. Je vends là-bas, j'achète leurs haricots. J'emmène là ailleurs. Je viens vous vendre le haricot. J'achète votre arachide. Je vais ailleurs. Voilà comment j'avais l'argent au Congo. Ça veut dire que si la femme congolaise veut avoir de l'argent, il y a de l'argent au Congo. Si elle ne veut pas avoir d'argent, elle veut vendre son corps, c'est un choix. Alors, Serge Bizet, ce propos de Marie-Louise a une valeur morale, haute valeur morale. Est-ce que je crois qu'à ce jour, on peut encore en trouver les femmes de la poigne de Marie-Louise Abia, non? À Brazzaville. Il y en a. Serge Bizet. Dans la femme, c'est quelque chose, enfin, la femme, elle est précieuse. Si aujourd'hui on parle de nos sœurs qui ne peuvent pas, qui s'engagent peut-être pas à fond, mais qui sont là un peu timides, qui s'engagent pas de peur aujourd'hui. J'ai rencontré une dame, elle m'a vu à Manchester. D'ailleurs, je l'ai fait devant la télévision, devant ta chaîne, la radio. Je l'ai supplié de me donner son nom et elle a refusé. Elle m'a dit, papa, j'étais déjà vu. Elle était tétanisée. J'étais déjà vu et ça fait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Tu l'as fait avec une dame, Marie-Louise Abia, qui est là. Et elle était là, tétanisée. Et je voulais symboliquement remettre cet argent parce qu'elle va suivre cette vidéo. Alors, je remets ces 2 billets qu'elle m'a remis. 2 billets. Il y en a plus ici, mais c'est 2 billets. Je remets que 2 billets. Mais déjà, tu as beaucoup d'argent. Je remets ces 2 billets. C'était 40 livres. Voilà, je te le remets. Tu mettras à la banque demain. L'argent du pool. Angélique. Elle s'appelle Angélique. Elle ne voulait pas me donner son nom de famille. Mais j'ai tout fait pour avoir son prénom. Quand je parle de la femme, moi, j'aimerais voir une Congolaise qui va s'appeler Dorothy. Il faut préciser que l'argent, elle a donné pour le pool. Tu n'as pas dit qu'elle a donné pour le pool. Pardon, sans te couper, nous faisons la collecte du pool. Nous allons aborder cet aspect sur $1, £1 dans la suite, justement, de ce débat. Okay. Voilà. Je disais, j'aimerais bien qu'une femme s'appelle Dorothy, qui s'appelle Catherine, et puis qui s'appelle Mary. Car c'est 3 femmes qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a Apollo qui a décollé. Ces 3 femmes américaines, c'est des Noires américaines. Tu connais l'histoire, non? Des 3 femmes américaines, des 3 mathématiciennes, qui ont fait qu'aujourd'hui, Apollo existe. Sans la femme, il n'y avait rien. Je peux te citer d'autres femmes héroïques, des femmes qui, quand elles sont là pour faire quelque chose, elles peuvent. Moi, j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, moi, je ne peux pas me passer de Marie-Louise Abia. Jamais. Oh, je ne peux pas me passer d'elle. Faut pas dire ça. Je dis la vérité. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une femme cultivée, une femme intelligente, c'est une femme, bien sûr, c'est une femme avec qui je m'entends très bien, parce qu'elle comprend ma douleur, je comprends sa douleur aussi. Quand elle fait les vidéos, je suis là à dire, ah, ma pauvre Marie-Louise Abia. Si vraiment si ce type-là pouvait nous écouter, qu'il dégage, parce que vraiment c'est honteux. Tu sais, on va essayer d'animer un peu le débat de ce soir. Vous avez toujours entendu qu'il y a eu perquisition dans les maisons pour les armes. Hein?
retrouver les armes chez les gens. Si je pense que John Lewis était au Congo, tu aurais vu la visite peut-être de... Si ce n'est pas de Kongakala, ce serait, je ne sais pas, de qui, un militaire qui viendrait chez toi pour perquisitionner, pour voir les armes. Hein? Alors, moi, je demande au procureur. Je ne l'insulte pas, mais j'ai du mal. Je ne sais pas si je dois l'insulter ou pas. Même Sassou, apparemment, il n'est plus là. Il a dû quitter, non? Il n'y a plus de procureur. Mais il n'y a pas un adjoint ou un ministre de la justice, ça n'existe pas? Non, il a mangé le poison, ça l'a empoisonné. Hein? S'il y a un ministre au moins qui existe, allez perquisitionner dans les maisons de tous ces gens-là, de ce clan-là. Le Congo n'est pas pauvre, le Congo est riche. L'argent est là. Allez-y, l'argent est là. Dans les paradis fiscaux, oui, il y en a. Mais chez eux, dans les maisons, ils ont l'argent. Ils ont des milliards chez eux dans les maisons. Allez chez Sassou là-bas, il a dans son bunker là-bas, en bas. Hein, parce que Sassou, c'est un menteur. Sassou, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est menteur. Vous vous rappelez des jours qu'il avait fait une déclaration à la télévision en disant quand Marien Ngouabi est mort, lui, il venait d'arriver à la maison, il était à table. Et pourquoi il n'a pas dit qu'il venait d'arriver après l'assassinat de Marien Ngouabi? Ça, de un. Vous vous rappelez les Souba? Que les Souba nous encerclaient. M'encercler ici. Alors, dites-moi, est-ce que Sassou, il a un tunnel pour sortir de là puisqu'il était encerclé? Est-ce qu'il est sorti par le tunnel? Oui, c'est par lui, c'est par lui. Ou encore, il est magicien, il s'est volatilisé comme ça, il est parti dans la nature. C'est un vrai menteur. Le fond bleu, il n'y a pas longtemps, à Marrakech, ça existe. Il dit, on a épargné le fond bleu. L'argent de la génération future aussi. Où est tout cet argent qui part? Plus de 14 milliards. Plus de 14 milliards. Comment cet argent peut même pas 5 ans? 14 000 milliards, je crois. Hein? Oui, 14 000 milliards, pardon. Et puis, où est parti cet argent comme ça? Pouf. Bon, mais alors est-ce qu'on peut parler de l'argent que vous avez collecté au titre de $1, one pound et tout ça? Est-ce qu'on peut faire le point? Parce que j'ai eu quelques Congolais qui m'ont appelé. Oui, ils m'ont appelé, ils ont dit, vous avez fait la collecte il y a 2 ans déjà, peut-être, plus d'un an. Non, pas 2 ans, on continue, mais c'est un peu timide. C'est un peu timide. C'est un peu timide. Un message pour rassurer les gens, parce que... Oui, Serge Bizet. Elle n'attendait pas cette question, donc elle va essayer de... Non, elle n'a pas besoin de présenter les preuves. Est-ce qu'on peut faire un point ramassé de comment les gens ont répondu à cet appel? Oui, on peut faire le point. C'est avec joie que je vais en parler parce que je suis la marraine principale et il y a beaucoup de marraines et parrains pour l'opération. C'est-à-dire chaque personne qui participe devient automatiquement marin ou marraine ou parrain. Donc, cette dame Angélique devient aussi marraine avec ses 40 livres qu'on va mettre demain sur le compte. Okay. L'opération SOS Poule en danger, je ne sais plus comment l'appeler, est toujours en cours. On ne l'a pas retiré. Le Congolais, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas encore, qui n'a pas appris. Parce qu'il faut apprendre. Hein? Moi, je ne condamne pas. Le Congolais n'a pas appris à donner à la charité. Le Congolais n'a pas appris à donner, même à leur propre famille. Parce que je vais dire un truc simple. Si tous les Congolais de la diaspora, tous les Congolais de la diaspora, qui sont à la diaspora, tous les Congolais qui sont hors du Congo, si chaque Congolais parrainait un enfant de leur propre famille pour les études, par exemple, ou pour quelque chose, pour une formation, au Congo, on ne parlerait pas de ce qu'on parle aujourd'hui. Il n'y aurait pas autant de désœuvrés au Congo. Si chaque Congolais qui est à l'étranger parrainait ou sponsorisait un seul membre de sa famille, un jeune dans sa famille, hein, il n'y aurait pas autant de désœuvrés qu'il y a aujourd'hui chez nous. C'est parce que le Congolais, lui, il se suffit à lui-même. Quand il est là, il a sa maison, sa femme, sa voiture, son travail. Le reste là-bas, les autres, ils sont méchants, ils sont crétins, ils ne sont pas bons. Ceux qui sont restés là-bas, on s'en fout parce qu'ils ne font pas l'effort. Mais je pense que quand les gens ne font pas l'effort, il faut les pousser. Donc ça, c'était juste pour dire que le Congolais ne sait pas partager. Il ne sait pas, il n'a pas le goût du partage. Et donc, quand on dit qu'il faut donner à la charité, beaucoup de gens sont malhonnêtes déjà dans la communauté. Et comme ils sont malhonnêtes eux-mêmes, là, ils se disent,
ceux qui demandent l'argent, là, ceux qui vont le bouffer. Parce que eux-mêmes, si on leur donne l'argent, ils vont le bouffer. Si on leur confie l'argent, ils vont le bouffer. Donc, ils transposent leurs propres actes aux autres, leurs propres sentiments et pensées aux autres. Ils se disent, Marie-Louise Abia demande l'argent, c'est qu'elle va le bouffer. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, il y a des gens quand même de bonne volonté qui ont répondu, qui ont vraiment été très généreux. Il y en a qui ont donné des 100 livres, hein. Je ne vais pas citer les noms, mais il y en a qui ont donné des 100 livres, qui ont donné. Et donc, aujourd'hui, nous avons environ 1000 quelque chose, 900 et quelques mille, pas plus que ça, livres, hein, pas plus que ça. Mais l'opération est toujours en cours, on ne désespère pas. Nous avons, là par exemple, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est 40 livres qui vont rentrer, qui vont augmenter un tout petit peu ce que nous avons. Alors, comme on se dit que l'argent, il n'y en a pas beaucoup, nous continuons à collecter. Cet argent-là, nous ne voulons pas parce que c'est la sueur du front des autres, hein. Même si quelqu'un a donné 1 franc, il a gagné ce franc-là à la sueur de son front. Il a gagné ce dollar à la sueur de son front. Et donc, cet argent-là, c'est la sueur des autres. Cette sueur-là, nous voulons que ça soit utile. Donc, même si nous n'avons que 500, même si nous n'avons que 1000, même si nous n'avons que 2000, nous ne savons pas où est-ce que nous allons nous arrêter avec. Cet argent-là, nous allons le considérer comme un sac d'arachide qui devra donner 1000 sacs d'arachide aux poules. Nous allons faire en sorte que cet argent ne soit pas pour acheter l'arachide à manger, mais que ce soit de l'argent pour acheter un sac d'arachide, comme des graines d'arachide. Pas des grains d'arachide pour manger, mais des graines d'arachide pour semer. Pour que ça rapporte des millions de sacs d'arachide pour les enfants du poule. Donc, ceux qui veulent donner, l'opération est toujours en cours. Ceux qui pensent aux autres. Moi, je ne suis pas du poule, hein, je répète toujours aux gens. Je ne suis pas du poule, mais je suis congolaise. Et vu que le poule, c'est au Congo, alors le poule, je suis du Congo, je suis du poule. Donc, tous ceux qui disent, là, je ne suis pas du poule, ça, c'est une excuse. Hein? C'est parce que le Congolais ne sait pas donner. Et donc, il cherche une excuse pour ne pas donner. Il est égoïste, alors il cherche une excuse. Le Congolais est égoïste, c'est parce que c'est vrai, il peut faire ça. Et puis, Serge Bizet, le Congolais dépense beaucoup dans les réjouissances populaires, dans les bars, dans l'Anda. Alors, oui, mais ils ne savent pas donner. Ils ne savent pas donner 1 euro aux autres. J'ai des gens avec qui j'ai eu des discussions. Après, j'ai coupé court parce que c'est une perte de temps pour rien. Des gens qui disent, ouais, moi, cet argent-là ira où? Moi, de toute façon, je ne peux pas donner. Les gens du pool, ils sont où eux-mêmes? On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas dire les gens du pool, ils sont où eux-mêmes. Mais nous sommes les gens du pool. Vous cherchez qui? Ça, c'est pour justifier pourquoi on est égoïste, en fait. Le Congolais, il est égoïste. Quelqu'un de généreux, quand vous dites, nous avons besoin de l'argent pour aider nos populations, nos parents du pool. Parce que dans le pool, il n'y a pas que les laris. Hein. C'est une région où il y a tout le monde. S'il y a un problème au Kwilu, moi je suis du Kwilu, je suis du Nyari. Si on collecte l'argent pour le Kwilu et le Nyari, on ne va pas dire, ah, il n'y a que les Pounou, les Kouni, les Sudi dans le Nyari. On ne va pas dire dans le Kwilu qu'il y a les Boulumbu, les Yombe, les Vili. Non, il y a tout le monde. Donc c'est l'argent pour tout le monde. Si les gens ne veulent pas donner, ils vont dire, ah, les Yombe, les Vili, les Lumbu qui se débrouillent. Mais c'est parce qu'ils sont égoïstes, le Congolais est égoïste. Mais ce n'est pas un problème, on ne fustige pas. Je pense qu'on apprend à donner. Donc, ils vont apprendre à donner un jour. Je reste optimiste. Voilà. Je dis. À tous ceux qui viennent de prendre l'écoute, je rappelle que nous recevons à ce journal de la communauté Serge Bizet et Marie-Louise Abia, donc 2 Congolais du UK et qui parlent de la situation du Congo-Brazzaville. Alors, Serge Bizet ou Marie-Louise Abia, vous pouvez prendre la parole comme vous voulez. Le Congo-Brazzaville est un pays riche en eau puisque vous avez des cours d'eau partout, au nord, à l'ouest, à l'est et au sud. Vous avez l'océan Atlantique. Mais ce que nous avons vu et constaté sur le net, notamment une eau sale sortant d'un robinet et que une jeune dame montre au caméraman qui était là, donne l'impression que le Congo aujourd'hui a perdu toute crédibilité en matière d'hygiène. Alors, comment expliquer ce phénomène, Marie-Louise Abia, un pays riche en eau en Afrique centrale, avec un climat propice à l'eau? Comment expliquer cette vidéo? Est-ce dû simplement au problème de la SNDE dont on parle et qui a des problèmes de fonctionnement ou encore autre chose, Marie-Louise Abia? Merci pour la question. Je vais être brève et puis je vais laisser la parole à Serge pour qu'il l'explique mieux. Je reviens sur la chose que j'ai dite tout à l'heure, hein, et je réitère. Si ce que nous disons est faux,
nous attendons la plainte de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a vu que le Congolais vivant n'est pas rentable. Le Congolais vivant n'est pas rentable, et donc il préfère le Congolais mort. Quand le Congolais est mort, il est rentable parce qu'il fait rentrer de l'argent dans les pompes funèbres de sa famille. On achète tout c'est-à-dire le monopole de l'enterrement appartient à la famille Sassou Nguesso, n'est-ce pas? Et donc, quand vous mourrez, c'est intéressant, très intéressant pour eux. C'est pour ça que l'eau que vous buvez est empoisonnée. L'eau a la couleur du pétrole, noire comme du pétrole, parce que vous devez boire et être malade et mourir, parce que maintenant, il y a même plus d'hôpital. Mais là n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que on privilégie. Maintenant, ce sont les plus riches. Hein. Quand vous êtes riche, soit vous êtes pauvre, vous allez rapporter de l'argent à la famille Sassou Nguesso parce que vous allez mourir, on va vous enterrer dans leur cimetière et vous allez être gardé dans leur morgue. Soit vous êtes vivant et vous allez leur donner de l'argent. Serge, dis-leur comment. Ben, c'est simple, au fait. Il ne faut pas sortir de Polytechnique ou de West Point ou encore faire comme un H&D au National Diplôme en business. Il faut savoir que c'est facile pour gagner de l'argent au Congo. Un pays où il y a c'est le deuxième fleuve après l'Amazonie. Et des cours d'eau, il y en a plein. D'eau, il y en a partout. Donc, le Congo ne devait pas manquer l'eau. Mais comme c'est géré par sa fille, Claudia Sassou Nguesso, les bouteilles, comme ça. L'eau minérale. Le minéral. C'est même pas si c'est minéral. Hein. Je pense qu'ils doivent avoir, ça doit être l'eau qui le filtre quelque part. Et il doit y avoir de l'eau potable. C'est de l'eau potable, non? Vous doutez de ça aussi? Ils mettent dans les bouteilles et ça appartient à Claudia. Donc, soit vous mourrez de l'eau sale, vous mourrez. Soit vous buvez de l'eau sale, vous mourrez et vous faites rentrer de l'argent dans leur mort. Soit vous avez un peu d'argent pour échapper à la mort et vous leur donnez quand même de l'argent, vous achetez leur eau qu'ils ont mis dans la bouteille. Voilà. Il faut pas sortir des grandes écoles pour comprendre ça. C'est facile pour gagner de l'argent. Vous ne voyez que des poux partout. Est-ce qu'il n'y a pas là des sources dans le Mayombe? Je sais que vers les bandas où il y a des sources par là où au Mayombe puisé, non? Ce n'est pas de la diffamation. Si nous disons des faussetés, nous attendons la plainte, nous sommes prêts. Qu'ils viennent porter plainte à Paris parce que c'est là qu'ils portent plainte, qu'ils viennent. On attend. Même ici au UK, on attend. Nous attendons leur plainte. C'est-à-dire qu'ils ont fait exprès. Ils ont un endroit où ils ont de l'eau potable. Cette eau potable-là, ils la mettent dans la bouteille pour vendre aux Congolais qui ont les moyens. Et ceux qui n'ont pas les moyens, on les laisse prendre de l'eau sale parce qu'ils savent qu'ils vont mourir de toute façon. On gagnera de l'eau, on gagnera de l'argent sur eux puisqu'ils vont mourir. Donc les morgues leur appartiennent pour récupérer de l'argent sur les cadavres des Congolais. Et les vivants, ben vous payez quand même, vous leur payez. Le Congo, en fait, si vous voulez, c'est une taxe que nous payons à la famille Nguesso. C'est comme ici au UK. Hein. Chaque personne qui travaille ici, chaque personne qui vit ici, qui travaille, paye 2 livres à la reine, hein, parce que c'est son royaume. Et donc, c'est ce qu'on fait au Congo. Si vous vivez là-bas, tout appartient à la famille Sassou Nguesso. Donc, tout ce que vous touchez leur appartient. Les bouteilles d'eau, la société de la bouteille d'eau appartient à Claudia. Donc, quand vous achetez l'eau, vous donnez l'argent à Claudia. Quand vous buvez l'eau sale, vous donnez l'argent à eux parce que vous allez mourir et dans leur morgue, vous allez tout choisir. Vous ne pouvez pas dire je ne vais pas à la morgue. Vous ne pouvez pas dire on ne va pas mettre notre personne à la morgue. Vous ne pouvez pas dire on ne va pas l'enterrer. Les cimetières sont privés, c'est leur cimetière. John Lewis. Oui, je vous écoute. Je regrette, j'avais promis à Marie-Lise Abia d'amener cette photo-là. De l'argent pourri, de l'argent qui a été enterré. Oui, mais on va en parler quand on va arriver au FMI. Bon, on va en parler de ça après. On a d'autres révélations à vous faire. Ah, vous êtes donc venu faire des révélations ici.